bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief et une 23e victoire consécutive, toute compétition confondue pour Paris en déplacement du côté de Chalon-sur-Saône ce mardi. Le club de la capitale a donc grappillé une nouvelle victoire et surtout sécurisé sa place de dauphin de Monaco. On va parler de tout ça avec Théo que j'accueille. Salut Théo. Hello Lilian, hello tout le monde. Bon, on peut dire que le premier des deux objectifs parisiens sur cette fin de saison est déjà accompli, Théo. Ouais, comme tu l'as dit, on officialise cette deuxième place donc derrière Monaco, donc une très très bonne chose. On va pouvoir aborder les derniers matchs et le début des playoffs, la préparation des playoffs sur de bonnes bases en sachant la place qu'on aura. Donc c'est une très bonne nouvelle, c'est très très bien. Et oui, car Paris s'est imposé à Chalon-sur-Saône, Paris 84 et Chalon 73. Les Parisiens ont su surfer sur leur bon début de match au Colisée 17-27 après le premier quart-temps. Ensuite, Paris a pu contrôler une partie assez maladroite, il faut bien le dire, en Bourgogne, à l'exception d'un TJ Short qui a encore une fois été plutôt à son aise. 24 points, 8 passes décisives et ça a fait du bien au club parisien pour s'imposer chez l'élan. Théo, pour commencer, on peut dire que Paris s'est grandement facilité la tâche en démarrant sérieusement au Colisée, un petit peu à la manière du match aller à la Carpentier en début de saison. Ça a été un match assez laborieux. On commence à connaître un petit peu Paris avec les matchs qui s'enchaînent et les matchs surtout en semaine de Betclic Elite. C'est toujours compliqué cette saison et ce match n'a pas échappé à cette habitude. Ça a été vraiment un match pas très très agréable à regarder, comme tu l'as dit. Paris a très bien commencé. Si je dis pas de bêtises, on commence sur un 10-2, quelque chose comme ça. Ensuite, ça marche par intermittence. Avec Chalon qui remet un petit coup d'accélérateur, Paris qui s'échappe, etc. Et ouais, on a vu une petite panne d'adresse des deux côtés, notamment côté Chalon, mais c'est vrai que Paris aussi a pas été très très adroit, notamment à 3 points. TJ Shorts qui finit à 0 sur 6, on sait que c'est pas un grand shooter, mais il en a pris pas mal d'ouverts, pas de shoot très très compliqué, on commence à le connaître aussi, mais il finit à 0 sur 6, il y a un gros trou d'adresse et c'est vrai que ça a été une partie pas très très agréable à regarder, mais s'il y avait quelque chose à retenir, comme on l'a dit, c'est vraiment simplement la victoire pour officialiser cette deuxième place. Ouais, pour illustrer ce qu'on dit sur la partie où il y a eu un manque d'adresse, 6 sur 23 à 3 points pour l'élan Chalon et 6 sur 30 pour Paris. Donc effectivement, les 3 points n'ont pas été de la partie. Bah, on peut quand même dire globalement que même si voilà, il y a plusieurs joueurs parisiens qui sont passés au travers au niveau du scoring, Paris qui a laissé au repos Tyson Ward pour cette rencontre, on peut dire quand même que la différence de niveau individuel et également collective a permis au final à Paris de maintenir son écart du début de match avec l'élan. Au-delà de Tyson, c'est vrai que ça n'a pas été mentionné parce que c'est moi qui faisais le live tweet hier pendant le match et c'est vrai que ça a pas, je l'ai pas remarqué tout de suite, mais il n'y avait pas aussi Mehdi Nguama et c'est vrai que il aurait pu aider et performer un petit peu dans ce match. Notamment, il y avait beaucoup de problèmes pour Paris sur la ligne arrière avec Sébastien Herrera qui a pas été très très bon, qui sort sur deux fautes anti-sportives. Nadir Rifi a pas été très très bon, donc ça aurait pu être un match pour un arrière comme Mehdi qui a du punch, qui sait se réveiller et qui est surtout très défensif et agressif. Donc c'est vrai que ça a été deux absences qui auraient pu évidemment faire du bien à Paris s'ils avaient été là. Tyson, on commence à le connaître, il s'est rentré des gros shoots, bien défendre. Il a de l'énergie aussi, donc ça aurait pu être des game changers dans un registre différent. On a gagné, donc on va pas parler de game changer, mais des mecs qui aggravent un petit peu le score. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais on a pu reposer un petit peu ces joueurs-là, donc c'est très très bien. Mais individuellement, Paris est resté au-dessus de l'élan par son agressivité et le talent collectif qu'on lui connaît. Donc dans tous les cas, c'est une très belle opération. Est-ce que ça a été un point négatif pour Paris à la fois de ne pas avoir Tyson Ward et Mehdi Nguama face à une équipe qui concentre beaucoup de ses forces, un peu comme Paris, sur les extérieurs avec Antoine Eto'o qui marque 18 points ce mardi, Nikolic qui met 12 points. Est-ce que ça a été problématique pour Paris sur cette rencontre où au final, Mathieu Massizolo a su trouver d'autres solutions à mettre notamment en défense sur ces deux joueurs-là? Ça a été un petit problème. On repart avec la victoire et le sentiment quand même d'avoir maîtrisé, même si c'est pas, ça aurait pu être maîtrisé encore plus avec Tyson notamment. Il y a eu un peu de frustration de la part de tout le monde. Je pense pas que ça soit lié à ce point au fait que Mehdi et Tyson n'aient pas joué, mais il y a eu vraiment beaucoup de frustration dans ce match et c'est ce que je caractériserais, c'est comment je caractériserais ce match, vraiment de la frustration. On a vu TJ Short perdre deux ballons, alors ça reste évidemment très correct hein, pour un joueur qui a tout le temps le ballon en main.
mais on a vu de la frustration sur des écrans qui ne sont pas posés, des shoots laissés ouverts, notamment tu l'as dit sur Antoinetto, qui est très souvent ouvert et c'est un joueur qu'il faut pas laisser ouvert. Donc on a vu de la frustration et je pense que Tyson Ward aurait fait beaucoup de bien défensivement sur Antoinetto notamment. Voilà, je pense qu'il fallait les laisser un petit peu au repos ces joueurs-là. C'est des joueurs qui ont beaucoup d'énergie, donc ça reste. J'ai envie de dire que je l'ai déjà dit, mais je me répète. L'objectif c'était vraiment de valider cette victoire. La manière n'y est pas forcément, hein. On a connu Paris bien plus dominant, hein, mais voilà, c'était le principal et c'est fait. Ouais, on verra, on en parlera vers la fin de l'épisode, voir comment un petit peu Thomas Cizalo va gérer ses forces sur cette fin de saison avec la perspective du record de Limoges. Un dernier petit point, deux derniers petits points sur cette rencontre. Paris a commis pas mal de fautes sur cette partie, 25 contre seulement 19 à l'élan, mais surtout, ça a donné beaucoup de lancers francs aux hommes de Safo Vucevic. 36 pour Chalon contre seulement 19 pour Paris. C'est un petit peu, bah, tu vas m'en parler, mais à l'image des deux antisportifs de Sébastien Herrera, Paris a un petit peu maintenu dans le match Chalon en les envoyant beaucoup sur la ligne des lancers francs. Ouais, il y a ce point des deux antisportifs de Seba et à noter aussi qu'il y a quand même deux techniques pour Nadir qui s'est vraiment beaucoup frustré, on l'a vu en fin de match quand il sort sur sa deuxième technique, vraiment très très C'est une petite frustré. tendance ces derniers temps hein, pour Ouais, Nadir. il s'est vraiment beaucoup énervé. Je pense que si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le match, vraiment, vous pouvez le revoir, ce petit point, dans les 5 dernières minutes. Si je dis pas de bêtises, il sort à 4 minutes 30, quelque chose comme ça. Vraiment, on le voit pendant 30 secondes dans la partie de terrain où il est vraiment sur le banc et il s'agace, il tape tout ce qui se trouve autour de lui, les chaises, etc. Il était vraiment très très énervé. C'est quelque chose qu'il faudra faire quand même très très attention. On sait que c'est un joueur qui monte vite en pression, qui sait pas forcément se calmer. Euh, s- Souvent, il sait pas se calmer, donc c'est quand même un point à noter quand même. Il n'a pas été très très bon et je pense qu'il s'en est rendu compte évidemment. C'est un compétiteur, il sait toujours se remettre en question sur ses performances, donc je pense qu'il s'est vraiment énervé sur ce coup-là, sur ses performances. Mais c'est vrai sur le point des fautes, il y a vraiment énormément de fautes. Je dirais que deux tiers des fautes que Paris a fait sont vraiment très très évitables. Des fautes vraiment d'agacement, des fautes pour stopper une contre-attaque, mais pas malinement, hein. C'est ce qui se passe deux fois pour Seba Herrera qui prend ouais, ces deux antisportifs comme ça. Au lieu de le faire, il sait le faire assez souvent, stopper une contre-attaque d'une manière assez maligne. Là, il chope le bras deux fois, c'est pas très très malin. Les deux antisportifs sont plutôt mérités, je trouve. Pareil pour Nadir qui prend deux techniques en s'énervant, il n'y a pas lieu de contester sur deux fautes où il y a vraiment faute. Donc vraiment de la frustration et on a vu même Kessens pousser un petit peu ses adversaires au sol, prendre des fautes bêtement. Kradzer qui en prend moins que d'habitude mais qui fait des fautes aussi un petit peu bêtes. Yantunen aussi, donc voilà un sentiment un petit peu collectif de faire des fautes idiotes. Même il y en a une de TJ si je dis pas de bêtises qui est assez bête. Donc voilà, un sentiment vraiment de frustration et de se dire, voilà, on aurait pu éviter pas mal de fautes et se faciliter la tâche en évitant beaucoup de lancers, beaucoup de passages sur la ligne des lancers pour Charles. Ouais, Paris s'en est à compenser un petit peu cela par une grosse présence au rebond offensif, 16 prises offensives sur la partie avec un petit peu du travail de tout le monde. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire encore plus face à une équipe de Lyon Chalon qui n'est pas réputée pour son secteur intérieur. Paris a su dominer dans ce secteur et c'est notamment donné pas mal d'opportunités à l'intérieur pour compenser son déficit à 3 points. Parlons un petit peu, au point de vue individuel. Forcément, TJ Shorts, 24 points, 8 passes décisives, tu le disais. Pas de réussite à 3 points sur cette partie, 0 sur 6, mais un petit peu comme toute son équipe. Et moi, ce que je vais noter, c'est que TJ Shorts, pour la quatrième fois cette saison, Beckley Elite, a dépassé les 30 minutes de jeu. Dans une fin de saison, on pourrait se dire que Thomas Cizalo pourra un petit peu ménager encore plus ses hommes. C'est quand même étonnant de le voir jouer autant sur cette partie. Qu'est-ce que toi, tu en penses, Théo? Alors je pense que Thuomas l'a pas fait, enfin Thuomas a été obligé de le faire. Je m'explique, c'est Hmm. c'est Il l'a pas fait consciemment. exactement. Je pense que évidemment, si on n'a pas de nouvelles, mais je ne pense pas que Mehdi soit blessé notamment. Mais quand tu te retires tes joueurs au poste arrière que sont Mehdi et Tyson qui remplit aussi ce rôle, tu as déjà deux membres importants de ta rotation qui sautent.
Ensuite, t'as Sébastien Herrera qui sort en milieu de quatrième carton et Nadir qui sort ouais, aux deux tiers du quatrième carton. Donc TJ a dû finir le match. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent quand le match est maîtrisé. On voit TJ qui sort aux alentours des 3 minutes. Là, tu te rajoutes facilement 5 minutes dans le quatrième quart qu'il ne joue pas habituellement. Donc il a été un petit peu obligé de le finir ce match malgré lui, mais il est resté très très propre, surtout dans ce quatrième quart où il score beaucoup, il met 2 and 1 notamment. Donc ça lui a permis statistiquement de gonfler un petit peu ses stats, mais c'est vrai qu'au niveau de la fatigue, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors là, bon, on rejoue seulement entre guillemets samedi, donc c'est bien, on n'enchaîne pas trop les matchs. Mais ouais, 30 minutes, il les joue parce que voilà, Thomas est obligé et qu'on peut pas faire autrement au vu des fautes et de la qualité du match de Seba et de Nadir. Et ça a surtout permis à Paris de sécuriser sa deuxième place au classement. On va en parler désormais. Puis il y aura un petit peu de repos à venir pour les Parisiens, hein. Oui, ça enchaîne samedi contre Rouen, mais après il y aura une semaine complète de récupération. Donc voilà, ceci peut expliquer cela. Mais Paris, donc, ne peut plus être rejoint au classement par la Gielbourg et l'Asvel. Deux victoires d'avance sur ces deux équipes et également le panier avérage sur les deux formations. Paris avait battu deux fois l'Asvel et s'en sort à plus un seulement face à Bourg-en-Bresse. Donc là, ça ne s'est pas joué à grand-chose pour assurer, en tout cas, dès ce mardi, la deuxième place. Théo, c'est quand même très, très satisfaisant pour ses premiers playoffs en Betclic Elite. Paris sera tête de série numéro 2 et évitera donc surtout Monaco avant la finale, avant une potentielle, pardon, faut peut-être pas trop s'avancer, une potentielle finale de Betclic Elite. Ouais, c'est le point à noter vraiment, c'est éviter Monaco jusqu'à la finale. Euh, Tu peux vraiment te dire que Paris a été bon a battu au moins une fois toutes les équipes qu'il va affronter qu'il peut affronter en play-off, hormis Monaco. Donc tu t'évites entre guillemets le boss final, j'ai envie de dire, jusqu'à la finale. C'est un très très bon point, donc tu vas pouvoir aborder un peu plus sereinement tes playoffs tout en restant en ayant le sérieux qu'on connaît à Paris. C'est un très très bon point à noter quand même de se dire que voilà, bah, Monaco champion de France en titre, on peut les éviter jusqu'en finale si on va en finale. Donc c'est une très très bonne chose et on devrait voilà aborder un peu plus sereinement la chose. Donc c'est une très très bonne chose. Ouais, maintenant Paris va surtout observer bah, qui il pourrait rencontrer au premier tour à la septième place. Pour l'instant, c'est Saint-Quentin, ce serait le combienième? Ce serait le quatrième affrontement de la saison, après les deux matchs en championnat et la Leaders Cup. J'avoue que j'en ai un petit peu marre. Si ça peut être peut-être une autre équipe, ça peut être pas plus mal. Surtout que Saint-Quentin a quand même donné pas mal de fil à retordre cette saison à Paris. Et ensuite, ce seraient les places 3 à 6, 3 et 6 pour savoir qui potentiellement Paris affronterait en demi-finale. Qui tu verrais, toi, entre par exemple l'Asvel et Bourg-en-Bresse, terminer troisième? Alors pour l'instant, les deux équipes sont à égalité de bilan. L'Asvel est devant à la faveur du panier d'avérage. Toi, à ton avis, dans le sprint final, qui va terminer sur le podium en compagnie de Monaco et Paris? Alors juste avant de répondre à ta question, il y a un point que t'as abordé sur le classement. Il y a un match qu'il faut pas sous-estimer pour Paris, qui est le dernier de la saison régulière. Euh, Contre le Portel, parce que le Portel, si je dis pas de bêtises, actuellement ils sont sixième et ils ont leurs deux derniers matchs, c'est donc Paris et Lasvel, si je dis pas de bêtises, donc ils peuvent tout à fait perdre les deux. Et s'ils perdent les deux et que derrière Saint-Quentin euh, fait un sur 2, je crois que ça suffit, si je dis pas de bêtises, peuvent tomber Oui, septième. oui, c'est possible. Ouais. Donc on peut Mhm. tout à fait tomber dans un scénario où Paris affronte le Portel donc en dernière journée et la semaine d'après pour le début des playoffs, Paris affronte le Portel. C'est un petit peu le classique Paris cette saison avec Paris qui enchaîne beaucoup de matchs contre des équipes, notamment Bourg et Saint-Quentin comme tu l'as dit en Betclic et en Leaders Cup. Donc ça peut être un petit peu un classique Paris. Donc ça reste à surveiller quand même. Et pour répondre à ta question, je pense que alors j'ai pas le calendrier en tête des deux équipes, mais je pense que l'Asvel est quand même le mieux placé euh, parmi les deux équipes. Mais je pense que, enfin moi je préférerais voir quand même Bourg troisième, mais je pense que ouais l'Asvel est la mieux placée pour terminer troisième. Ouais, l'Asvel qui va aussi jouer le Portel, qui va jouer Roanne, et la Gielbourg qui va notamment jouer Limoges, et là je ne l'ai plus en tête, donc, et Nancy. Donc voilà, potentiellement
allez, ouais, pour les 2 équipes, on va dire que c'est assez jouable, mais forcément l'avantage qu'a l'Asvel sur, Bourg-en-Bresse en ayant gagné leurs 2 confrontations cette saison, est un gros avantage forcément quand il ne reste plus que 2 matchs à jouer. Dernier mot Théo pour conclure cet épisode, forcément maintenant on va un petit peu faire ce petit point, donc le classement est un peu figé pour Paris, c'est la possibilité pour, le club de la capitale de battre le record de victoires consécutives, toutes compétitions confondues, du Limoges CSP. Paris en est désormais à 23. Le record du CSP est à 24. Voilà. Est-ce que potentiellement, dans cette fin de saison, je l'ai dit, alors ça enchaîne directement à Rouen samedi. Après, il y aura quand même une semaine de récupération. Est-ce que tu penses que Thomas Cizzolo pourrait faire un peu plus tourner que d'habitude pour te donner un élément de contexte avant de donner la parole? Thomas Cizzalo, après le match contre la JL Bourg, se disait un petit n'était pas vraiment sûr de ce qu'il allait faire sur cette fin de saison, si la deuxième place était assurée. Mais en tout cas, il n'est pas forcément partisan de laisser des joueurs au repos. Il préfère qu'ils aient des répétitions en match plutôt que de laisser un petit peu plus de récupération, sachant, comme je l'ai dit, qu'il y aura par exemple une semaine complète de récup entre Rouen et le Portel. Bah, je pense que ouais, ça reste un point important quand même de cette fin de saison, mais comme tu l'as dit, une semaine de repos. C'est quelque chose qu'on a entre guillemets peu eu cette saison parce qu'on a joué une Coupe d'Europe, parce on a eu des matchs à rattraper, etc. Donc je pense qu'une semaine, ça fait vraiment entre guillemets beaucoup pour cette équipe. C'est une équipe qui a été habituée à jouer, à Il va enchaîner y les avoir des matchs. gros Voilà, entraînements. c'est ça. Donc je ne vois pas pourquoi au Portel, entre guillemets, on ferait tourner sachant qu'on a eu une semaine de repos juste avant, et que comme je l'ai dit, ça peut être une match-up en playoff, et si jamais c'est le cas, je pense qu'on le saura à la dernière journée, mais je pense que si c'est le cas, Thomas se dira quand même, ok, on peut les jouer, ça serait bien de voir, en ayant tout le monde, en faisant jouer tout le monde, en jouant comme on sait jouer, quels sont nos problèmes, quelles sont nos forces, etc. Même s'ils les connaissent, c'est toujours bien de s'adapter en fonction de l'adversaire que tu peux affronter. Donc je vois pas pourquoi il ferait tourner. La question de tourner, de faire tourner ses joueurs, c'est peut-être à la limite samedi contre Rouen. On peut se dire, voilà, on a déjà fait tourner en laissant Tyson Ward et Medji Nguama ce mardi sur le côté. On peut se demander s'il va pas laisser tourner, s'il va pas faire tourner ses joueurs. Mais je suis pas non plus très inquiet et je me dis que c'est pas forcément, ce sera pas évidemment un gros turnover. Donc je suis pas très inquiet non plus. Donc je pense que, sans m'avancer trop, je pense que ce point faire tourner, il va être assez vite vu, entre guillemets, pour Thomas. Mais je pense que il y a quand même cette win à aller chercher pour égaliser au moins ce record. Je pense pas que c'est une équipe qui est très, entre guillemets, tabloïd, mais ça reste très très cool de marquer l'histoire d'une équipe et même d'un championnat, parce que si Paris égalise ou même bat ce record, Paris deviendrait l'équipe française qui a enchaîné le plus de victoires d'affilée. Donc ça peut être cool quand même d'aller le chercher, ce record, surtout avec la fin de saison qu'on a. Donc j'ai quand même hâte de voir ces deux derniers matchs parce que c'est toujours cool de préparer ces playoffs en amont et on va voir cette fin de saison avec beaucoup d'attention comme d'habitude. Ouais, je pense que si même les joueurs disent qu'ils prennent match après match, possession après possession, comme le disait par exemple Justin Simon après le match contre Bourg-en-Bresse, là quand même, on en parle beaucoup de ce record depuis cette semaine, depuis qu'il est comment dire, presque palpable pour Paris. Donc je pense quand même que là, des joueurs comme TJ Shorts, même tous ces partenaires, ils ont déjà marqué l'histoire du championnat de France en reportant l'Eurocup et donner encore s'offrir une ligne de plus historique dans l'histoire du championnat de France. Je pense que quand même ça joue un petit peu dans les têtes quand tu es aussi proche et que de toute façon tu es sur un niveau de jeu qui te le permet. Donc voilà, on verra si Paris arrivera déjà à l'égaler contre Roanne, ce sera samedi à 16h et puis potentiellement le battre contre le Portel le samedi suivant. Et puis, c'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris et Chalon. On vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParisB-8 on air sur Twitter et Paris Bibolonaire sur Instagram. Voilà, restez connectés pour voir justement si Paris va battre ce record du Limoges CSP. Ça ferait peut-être mal aux Limoges, hein, eux qui adorent avoir un impact dans l'histoire du championnat de France, se faire subtiliser ce record, peut-être que pour eux, ça fera un petit peu mal, Théo, non?
Ouais, je pense que surtout par Paris, ça ferait quand même très très mal, mais bon. Et en plus Ouais, par ouais, Paris, voilà, voilà, voilà. l'ennemi de la Oui, Belgique élite. c'est Voilà. ça. Donc bon, on espère quand même. Ouais, ouais, moi j'espère quand même le battre ce record, surtout pour embêter les Limoges. Eh bien, on verra ça. En tout cas, je te remercie Théo. Et puis nous, auditeurs, on se redit donc à très vite pour notamment le débrief de Rohan ce week-end. Bye bye. Salut!